Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce midi conférence, midi conservation. Les institutions zoologiques des partenaires incontournables des programmes de conservation. Donc, aujourd'hui, on reçoit nos deux co-conférenciers, Raylen Dafous. Raylen Dafous, qui est conservateur au Biodôme de Montréal et conseiller de recherche au département de neurosciences à l'Université de Montréal. Il détient un doctorat en biologie et physiologie des organismes du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et a réalisé un post-doctorat en neurobiologie à l'Université de Montréal. Emiko Wong est chef de division de la division des collections vivantes, conservation et recherche au Biodôme depuis 2018. Elle a commencé au Biodôme en tant que médecin vétérinaire en 2003 et elle donne les grandes orientations de la division et gère les différents aspects des projets afin de mener à terme les missions d'éducation, de conservation et de recherche du Biodôme. Merci à tout le monde d'être présent. Comme on avait précisé sur nos réseaux sociaux hier, on va faire tirer une paire de billets parmi les gens qui seront présents durant le midi conservation. Donc, on va revenir à ce sujet-là sûrement vers la fin. Sinon, la présentation en tant que telle devrait durer de 40 à 45 minutes. On va se réserver une période de questions à la toute fin. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête immédiatement, que vous avez peur de les oublier, vous avez un onglet questions à votre droite normalement de l'écran qui vous permet d'envoyer les questions soit à tout le monde ou vous pouvez me les envoyer en privé directement et à la toute fin de la présentation, on va se charger de les poser directement à nos co-conférenciers. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Sur ce, je vais maintenant passer le contrôle à nos co-conférenciers et bon midi conservation tout le monde. C'est bon? Oui, maintenant on voit. Parfait. Bienvenue et puis merci d'être là pour nous écouter. Donc, dans cette présentation, on va vous parler de l'apport des institutions zoologiques à la conservation en général. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important pour donner un petit peu de contexte, de donner un bref historique des institutions zoologiques et puis de ce que c'était et puis ce vers quoi on tend aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne toujours? Parce que j'ai un petit message qui me dit que le partage est en pause. Moi, je vois votre écran. Je vois une brève histoire des institutions zoologiques. Parfait. Donc, si on prend un petit peu ce qui existe dans la littérature, il y a une personne, ça date un petit peu, mais qui s'est intéressée aux grandes périodes de l'histoire des institutions zoologiques et qu'on a défini 5 grandes qu'on va voir un tout petit peu plus de détails par la suite. Puis, ça s'étend de la préhistoire jusqu'à nos jours avec des découpages qui ont été faits en fonction en fait, des caractéristiques qu'avaient les institutions zoologiques ou ce qui s'y rapportait pendant ces grandes périodes. C'est que la première d'entre elles, c'est la période préhistorique. Et puis, si on regarde ça, donc préhistoire, c'est avant l'écriture, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, on a déjà des traces de ce qui ressemblait à des institutions zoologiques. Alors, vous pouvez voir sur les deux petites miniatures qu'il y a sur la gauche, la gravure sur un mur de quelqu'un qui était en train de nourrir des animaux, puis les documents qui sont liés à ça montrent que c'était des animaux qui étaient gardés en captivité, mais pas à des fins alimentaires, c'était pas de l'élevage, c'était vraiment quelque chose d'autre. Puis les fonctions que ça pouvait prendre sont encore discutées, mais c'est parmi les premières traces qu'on a. Puis en 2009, il y a des fouilles archéologiques qui ont démontré l'existence, même avant ça, donc 3500 ans avant Jésus-Christ, de la présence d'une sorte de ménagerie dans laquelle il y avait en Égypte hippopotames, babouins, antilopes, félins qui étaient gardés
par les monarques en fait. À cette époque-là, c'est les institutions et puis ce qui y ressemblait était principalement de l'agrément et pour l'agrément du roi ou du monarque de l'époque. Raylan, votre PowerPoint est figé. Ah. OK, parfait. C'est bon? Oui. Parfait. C'est que vous n'avez probablement pas vu les images, mais elles sont ici, et puis ce que vous pouvez voir sur la petite miniature, c'est ce qu'ils ont mis à jour dans les fouilles archéologiques. Et puis en l'occurrence, c'était le squelette d'un babouin. Il y avait des rites funéraires qui étaient aussi associés à ça. Un petit peu plus tard, là on parle essentiellement de l'Antiquité, il y a eu la période des paradésos, qui en fait vient du grec ancien, qui veut dire enclos pour animaux, et puis c'était de vastes enclos dans lesquels étaient gardés des animaux, c'était des enclos plantés, puis encore une fois, là le rôle de ces enclos-là, c'était vraiment l'agrément du monarque. Alors on suppose qu'il pouvait y avoir de la chasse qui se faisait, etc. Et puis c'est aussi un moyen de faire des cadeaux entre souverains monarques de différentes régions. Et ces paradésos étaient retrouvés dans plusieurs régions du monde, mais notamment en Égypte et en Mésopotamie. Un petit peu plus tard, il y a la période de ce qu'on appelle maintenant des ménageries. Donc ça, c'est vraiment le Moyen-Âge et puis une partie de la Renaissance. Dans ces institutions-là, les animaux étaient présentés dans des galeries de cages, puis ils étaient regroupés par taxon. C'est-à-dire qu'on allait avoir des bâtiments dans lesquels on allait retrouver ensemble des animaux d'un même groupe, d'une même famille. Par exemple, le pavillon des fauves, le pavillon des grands singes, etc. Et c'était encore une fois surtout pour l'agrément de la royauté. Euh, les animaux étaient vus comme un symbole de richesse et de prestige. C'était en quelque sorte des trophées vivants. On a plein d'exemples de ça à travers l'Europe, mais aussi dans d'autres régions. Et notamment, il y avait à ce qui est actuellement Mexico, une très grande ménagerie au XVIe siècle qui a été retrouvée. Puis après ça, on est tombé dans ce qu'on appelle la période des zoos classiques. Et là, la grande différence, c'est que c'était plus uniquement de l'agrément pour le monarque, mais c'est aussi à ce moment-là que les animaux ont commencé à être présentés au public. Et puis le fait que les animaux soient présentés au public, ça a permis aussi d'ouvrir d'autres fenêtres. Et à ce moment-là, on n'est plus uniquement dans l'agrément, mais aussi l'éducation. Ça va permettre au public de découvrir des animaux qui venaient à cette époque-là de contrées qui étaient souvent lointaines, mais aussi de lancer la recherche. Puis, dans cette période, c'est quelque chose qui devenait comme une espèce de fierté des citoyens de chaque ville d'avoir leurs zoos. Donc, les zoos se développaient dans la plupart des grandes villes d'Europe, d'Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres régions du monde. Puis, ces institutions-là étaient construites soit par des sociétés zoologiques privées ou par des fonds publics. Au début du XXe siècle, il y a eu une petite révolution, c'est-à-dire qu'on a essayé de présenter les animaux non seulement plus dans des cages et puis de présenter la diversité des formes animales, mais vraiment de présenter les animaux dans un contexte plus naturel. Et que se sont développés des habitats qui étaient des enclos sans barrière, des espèces de dioramas dans lesquels les animaux étaient censés être représentés dans quelque chose qui ressemble à leur environnement naturel. Puis l'emphase était également mise sur l'écologie et le comportement naturel des animaux. Ce n'était pas une démonstration comme il pouvait y en avoir dans les ménageries où on mettait en scène les animaux. Et c'était également, c'était également accessible au public. À cette époque-là, il faut se rendre compte que la plupart des animaux qui étaient présentés dans ces institutions zoologiques, ils étaient soit prélevés dans la nature, vendus par des marchands d'animaux, offerts parfois par des pays étrangers,
Puis, à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à se poser la question en voyant le déclin de la biodiversité, donc au milieu du XXe siècle, à se dire que ce n'était pas un mode de fonctionnement qui était acceptable. Et en 1972, le directeur du zoo de Jersey a organisé une conférence sur la reproduction en fait, des animaux en captivité, avec pour objectif de se dire on ne peut pas continuer de prélever des animaux dans la nature pour les montrer, il faut qu'on trouve une autre manière de fonctionner. Et ça a été vraiment le départ de programmes de reproduction qui avaient à ce moment-là comme premier objectif de pouvoir reproduire les animaux dans les zoos et d'éviter de les prélever en nature. Cet aspect-là a été inclus dans la législation l'année suivante à travers la création de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées. Puis ça empêchait ou ça mettait des circonstances particulières pour que des prélèvements d'espèces menacées puissent être faits. Tout ça, bien entendu, s'accompagnait du fait qu'on se rendait de plus en plus compte de la crise de la biodiversité qui existe. Et ces programmes de reproduction qui, dans un premier temps, ont vraiment été développés pour pouvoir reproduire des animaux dans les zoos, ont commencé à voir aussi la possibilité de mettre à profit cette reproduction qui se fait dans les zoos pour pouvoir aider les populations en milieu naturel. Et c'est ainsi qu'en 1982, le premier programme de reproduction et d'élevage en captivité a été mis en place et a contribué à réintroduire des individus dans la nature. On va en reparler un petit peu plus tard dans la présentation. Et que ça a amené un petit peu au concept actuel des institutions zoologiques. Puis, voilà, excusez. Puis, de nos jours, pas toutes les institutions, mais la plupart des institutions zoologiques de nos jours. Puis, un des grands changements qui s'est opéré, c'est que la plupart des grandes institutions font partie d'associations d'accréditation. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'association des zoos et aquariums en Amérique du Nord, l'association européenne des zoos et aquariums en Europe. On a également un équivalent canadien. Puis le rôle de ces associations, en fait, c'est de définir un set de standards qui vont toucher à tous les aspects de l'institution, que ce soit le bien-être animal, les soins, les enrichissements, le programme vétérinaire, la recherche, l'éducation, la gouvernance, les finances, etc. Et un des points que ça touche, et notamment, c'est ce que je vous ai surligné dans le petit paragraphe qui décrit un petit peu comment fonctionnent ces accréditations, c'est vraiment celui de la conservation. Et ça traduit le changement qui s'est opéré d'institutions qui présentaient des animaux au public à des institutions qui se sont rendues compte qu'il n'était plus éthiquement raisonnable de prélever des animaux dans la nature, donc de pouvoir reproduire ces animaux dans les institutions zoologiques et à travers ça se rendre compte qu'on pouvait devenir un support pour les populations en milieu naturel à travers l'expertise qui a été acquise dans le soin et la garde des animaux dans des institutions zoologiques. Et que c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter dans la prochaine section de la présentation. Bon, est-ce que vous me voyez bien? Oui, oui. Je vous vois. Ok, super. Fait que, dans le fond, la partie que je vais vous présenter, c'est la deuxième partie, puis je vous présente un petit peu comment est-ce qu'une institution zoologique d'aujourd'hui, progressiste, peut contribuer à la conservation. Et comme expliquait Raylan un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un changement de philosophie en lien avec toutes nos orientations et nos missions.
Donc, avant, on parlait vraiment beaucoup d'éducation. On parle encore énormément d'éducation, mais pour avoir été dans des conférences avec des pairs, des institutions sœurs, etc., on parle beaucoup plus de conservation et finalement, toutes nos activités se déclinent sous le plus grand étendard de la conservation aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise de biodiversité qu'on vit aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questionnements qu'on peut se poser. La première image que je vous présente, c'est il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que les institutions zoologiques ont encore leur place dans le monde? Et c'est ce à quoi on tente de répondre, c'est qu'une institution zoologique, c'est sûr qu'il y a de toutes sortes, mais une institution zoologique progressiste et accréditée doit répondre à certains standards de conservation. Et l'autre concept aussi que je voulais peut-être un petit peu introduire dans cette présentation, c'est qu'étant donné que nous vivons dans un milieu et dans une ère qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire une ère où l'entité qui a le plus d'impact sur le milieu naturel et sur justement les habitats des animaux, des plantes, des insectes, etc., c'est l'humain, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'anthropocène. Mais on a beau se dire que la captivité, c'est peut-être pas la meilleure et c'est peut-être la meilleure situation pour l'animal, c'est peut-être pas l'idéal, mais il faut aussi regarder dans le milieu naturel, il y a certaines situations qui sont aussi très loin d'être idéales. Et là, je vous montre une petite image de ce qui se passe dans certaines forêts en Asie du Sud-Est. Vous connaissez l'histoire de l'huile de palme avec la culture, les feux de forêt pour cultiver de l'huile de palme. Et le pauvre orang-outan, il se retrouve sans maison. Alors là, vous voyez un petit détail, il y a une petite fléchette. Donc, il est probablement en train de se faire flécher pour se faire capturer parce qu'il ne peut pas survivre dans cette forêt qui a été dévastée. Mais après ça, on le met où? C'est la grosse question. Donc, c'est aussi d'introduire le concept qu'autrefois, il y avait peut-être un vase plus clos entre les populations captives animales et les populations sauvages. Mais aujourd'hui, si on ne prend pas la peine de les considérer dans des vases un petit peu plus communicants, peut-être que ça va être très difficile de se sortir de cette crise de biodiversité et on n'aura pas autant de moyens si on ne collabore pas avec toutes ces populations qui sont existantes. Donc, comment est-ce que les institutions zoologiques peuvent contribuer à la conservation? Donc, c'est évidemment de faire la conservation, c'est-à-dire de faire la pratique de la conservation, donc la gestion directe de la faune. Donc, évidemment, avec les populations qui sont en captivité, comme je décrivais tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement un vase clos avec le milieu naturel. Et tout à l'heure, je vais vous montrer tous les exemples et les cas de figure de gestion directe des populations animales qu'on peut faire en milieu zoologique. Il y a aussi évidemment la recherche. Alors, dans la recherche, on inclut évidemment toutes les connaissances par rapport au comportement. Dans le fond, dans une institution zoologique, on se retrouve à avoir une interface privilégiée pour faire de la recherche parce qu'on peut mesurer, on peut observer les comportements animaux, on peut aussi faire la recherche, par exemple, en reproduction assistée, etc. Toutes des activités qui peuvent soutenir la conservation. Il y a aussi évidemment l'éducation. Donc, c'était comme je disais tout à l'heure, ça a toujours été notre mission depuis un certain temps. Fait que notre mission en éducation va être encore plus orientée vers la conservation. Et évidemment, il y a toutes les contributions financières qu'on peut faire sur, par exemple, la protection d'habitats en milieu naturel. Donc, il y a toujours un pourcentage du budget opérationnel qui est dédié uniquement à la conservation. Ça va vraiment dépendre des standards et tout ça. Il y a plusieurs chiffres qui ont été mis comme étant le standard le plus bas. Évidemment, plus on en fait, mieux c'est. On ne peut pas être contre la vertu. Mais je crois que le standard minimum pour les institutions accréditées par l'AZA, c'est 3%. Donc, c'est quoi la gestion directe de la faune? Ça, c'est la conservation ex situ des populations animales. Donc, pourquoi on le fait et quels en sont les objectifs? Donc, évidemment, quand on est la première fois qu'on est initié à ce concept de gestion de la faune, on peut se dire, ah, ben, c'est beaucoup d'interventions, c'est très, comment dire, on joue avec la nature. Puis peut-être que ce que j'essaie de faire ressortir aussi à travers cette diapositive, c'est une des choses les plus importantes à comprendre, c'est que gagner du temps, le dernier petit mot qu'on
qu'on met à gagner du temps, c'est probablement l'aspect qui est actuellement le plus important. Comme vous le savez probablement tous, la crise de la biodiversité va à un rythme effréné et parfois c'est difficile de rattraper le temps parce qu'une fois que l'animal, une fois que l'espèce est éteinte, mais on ne peut pas la faire revivre. Donc, c'est aussi beaucoup cette gestion captive qui va nous permettre de dire, OK, c'est quoi les stratégies intégrées qu'on peut faire pour la protection de l'habitat, etc. Donc, je vais vous parler dans les prochaines diapositives. Je vais essayer d'aller quand même assez vite parce que je vois que le temps avance, mais des différents programmes de gestion directe de la faune, puis ensuite des gestions indirectes. Donc, les premiers, c'est les programmes qui sont vraiment à long terme. Donc, ça nécessite vraiment une gestion intensive des populations avec des objectifs démographiques. Donc, il faut avoir une bonne population pour le faire. Les deux cas de figure, c'est soit des populations d'assurance ou des populations arches. La différence, c'est que les populations d'assurance, c'est préserver une population ex situ, donc en captivité viable, pour des stratégies futures de conservation. Ça ne veut pas dire que l'espèce est éteinte en milieu naturel, c'est simplement pour assurer des stratégies. Donc, ce que je disais tout à l'heure de buy time, de gagner du temps, mais ça fait partie d'une des stratégies possibles. La population arche, c'est vraiment, on pense à l'arche de Noé, donc évidemment, c'est que l'espèce n'est plus présente du tout en milieu naturel et les institutions zoologiques et autres institutions qui gardent ces animaux en captivité-là vont pouvoir faire des programmes pour justement réintroduire et ressortir de l'extinction finalement cette espèce. Je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure. Donc, une des populations d'assurance d'aujourd'hui, c'est le tamarin lion doré. C'est une espèce qui est quand même assez visible de par sa couleur et c'est une espèce qu'on voit au Brésil dans une toute petite région et ça fait en sorte qu'avec la fragmentation d'habitat, on voit que sa population a été menacée. Et tout à l'heure, Hélène vous parlait d'un des premiers programmes de SSP, c'est celui du tamarin lion doré parce que dans les années 70, il y en avait moins de 200 en milieu naturel. Et grâce à un programme à l'époque de réintroduction et de relâche, ça a permis aux populations d'atteindre des chiffres de 2500 à 2750 aujourd'hui. Et on sait par la génétique qu'il y a un tiers de ces individus-là qui sont directement des F1, F2, F3 de ceux qui ont été réintroduits dans ces années-là. Ensuite, l'autre chose qu'on peut dire sur ces populations d'assurance, c'est que dans le fond, aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'il y a une bonne population, il y a à peu près 154 individus qui sont présents dans des institutions, dans 64 ou 65 institutions zoologiques. Et il va y avoir un programme justement pour soutenir la variabilité génétique, pour justement s'assurer que si jamais dans cette toute petite région du Brésil, il y avait une catastrophe, on pourrait assurer l'aide à la population naturelle. Pour faire la distinction avec la population d'assurance et la population arche, donc dans la population arche, l'exemple le plus éloquent probablement, c'est celui du condor de Californie. Donc le condor de Californie, encore une fois, les chiffres étaient vraiment très bas. Il y avait 22 individus en 1982. Puis en 1985, malgré des tentatives de reproduction en captivité, il en restait que 9 en milieu naturel. Alors, la décision a été prise avec plusieurs collaborateurs et aussi plusieurs institutions zoologiques qui ont fait partie des collaborateurs, donc vous pouvez voir les logos ci bas. Mais la décision a été prise de capturer les 9 qui restaient en milieu naturel, de les faire entrer dans des programmes de reproduction en captivité. Et vous pouvez voir la petite image à gauche. Dans le fond, c'est un jeune bébé condor qui se fait nourrir à la main par une main qui a une marionnette de condor pour que ce soit comme pour simuler l'élevage par les parents pour qu'ils puissent apprendre comme il faut et être relâchés en milieu naturel sans imprégnation à l'humain. Donc, évidemment, ça a connu un bon succès. Bien, pas évidemment, mais heureusement, ça a connu un bon succès. Puis aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs centaines de condors de Californie qui peuvent sillonner les cieux d'Arizona et de Californie. Un autre exemple de population arche, c'est celui du rhinocéros de Sumatra. Encore une fois, avec des chiffres très faibles, de 34 à 47. Donc, quand il y a des chiffres aussi bas que ça, il n'y a pas beaucoup de possibilités, puis c'est une stratégie qui peut être adoptée.
Sinon, il y a des programmes qui sont à plus court terme, qui sont généralement sur une génération ou moins, et qui impliquent la relâche d'animaux pour renforcer les populations existantes. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a les populations de sauvetage qui servent justement à protéger une espèce qui pourrait être menacée de façon très temporaire pour un danger imminent ou une catastrophe naturelle. Un bon exemple, c'est si on pense qu'il va y avoir un déversement d'hydrocarbures dans un certain site où il y a une espèce qui est déjà en voie d'extinction ou menacée. Mais à ce moment-là, on pourrait prendre la décision de capturer ces individus-là de façon très temporaire, traiter la catastrophe naturelle ou attendre que ça passe, puis ensuite les relâcher. La manipulation démographique, c'est un cas de figure où on retire pour changer la démographie, donc augmenter le taux de survie, diminuer, augmenter les stades de croissance ou bref, des manipulations démographiques qui aident justement à assister les populations en milieu naturel et qui impliquent évidemment une réintroduction assez rapide une fois qu'on a atteint nos objectifs. Et finalement, il y a la réintroduction renforcement, qui implique une reproduction en captivité et une relâche d'individus ensuite en nature pour aider justement une population qui serait un peu en péril ou disparue de son aire, de sa distribution historique. Donc, quelques exemples de ces cas de figure. Pour la manipulation démographique, il y a la chevêche des terriers, qui est un programme qui a été pris en main par le Zoo de Calgary, qui finalement ont pris, souvent les oiseaux vont avoir plusieurs oisillons et ce n'est pas nécessairement tous les oisillons qui vont survivre parce que les parents ne peuvent pas s'occuper de tous les oisillons. Donc, ils vont souvent prendre le deuxième ou le troisième oisillon du nid parce qu'il y a très, très, très peu de chances de survie. On va prodiguer des soins en captivité, on va s'assurer qu'ils suivent une bonne courbe de croissance, qu'ils ont les bons soins. Et une fois qu'ils ont atteint une bonne croissance et une bonne maturité sexuelle, à ce moment-là, ils vont être relâchés en milieu naturel et ils vont pouvoir compléter leur cycle de vie. Et ça fait en sorte qu'il y a un recrutement plus grand pour cette population. Donc, en 2022, le Zoo de Calgary a relâché 15 chevêches dans des terriers artificiels. Ensuite, la réintroduction et le renforcement, donc un exemple qui est quand même assez joli de ce type de programme, c'est celui du Zoo de Toronto, celui du Putois à pattes noires. Donc, en 1978, on a constaté qu'il n'y en avait plus au Canada. Il a été considéré extirpé des prairies canadiennes. Donc, le Zoo de Toronto a pris ça à bras-le-corps pour commencer un programme de reproduction en captivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait même un petit bootcamp pour s'assurer qu'une fois que les putois étaient à l'âge adulte, ils étaient en mesure de survivre en milieu naturel et tout ça. Puis finalement, en 2009, ils ont pu relâcher 34 putois en milieu naturel et ils ont pu s'assurer aussi qu'ils étaient en mesure de compléter leur cycle de reproduction, qui est souvent une mesure de succès pour un programme de conservation. Et depuis ce temps-là, évidemment, on fait du monitoring de population pour s'assurer que cette population continue à s'épanouir dans les prairies canadiennes. Il y a d'autres programmes à court terme, je vais passer rapidement. Il y a le remplacement écologique, c'est-à-dire introduire une espèce qui n'est pas nécessairement menacée pour remplacer une fonction écologique d'une espèce qui est éteinte pour rétablir l'équilibre écosystémique, que ce soit une chaîne alimentaire, etc. Sinon, il y a la colonisation assistée. C'est surtout en lien avec les changements climatiques. Évidemment, si la température monte, il y a certaines espèces, vous connaissez l'histoire du fou de bassin, mais pour certaines espèces, si les changements climatiques font en sorte que les habitats ne sont plus propices, on pourrait aussi les relocaliser dans d'autres zones géographiques qui sont plus propices. Donc, des exemples rapides, dans les Malouines, ou sur les îles Malouines, il y avait un loup autrefois qui existait, qui s'est éteint en 1876. Et donc, aujourd'hui, c'est le renard gris de l'Argentine qui aurait un peu pris sa place. Et ils ont fait des études d'isotopes des poils et des plumes qui ont été retrouvés dans leur alimentation pour voir s'ils remplacent la même fonction écologique. Parce que, comme vous pouvez voir, ils mangent un petit manchot ici à gauche. Donc, on voit que oui. Est-ce que la niche est exactement identique? Peut-être pas tout à fait. Qu'est-ce que ça fait comme changement? C'est des questions qui sont encore à répondre. Sinon, pour la colonisation assistée, il y a une petite espèce de tortue des marais en Australie qu'on a trouvé proche de Perth, mais que finalement, son habitat naturel est beaucoup trop chaud aujourd'hui, asséché, etc. Fait qu'ils ont décidé de la réintroduire à peu près à 400 km au sud
sur le continent australien. Donc, encore une fois, à suivre avec des monitorings, c'est quoi l'impact que ça a sur l'écosystème, c'est quoi l'impact que ça a sur l'espèce, etc. Finalement, il y a des programmes qui n'ont pas besoin de gérer des populations animales. C'est plutôt l'interface avec le public qui fait en sorte qu'on peut potentialiser les activités qui vont appuyer indirectement la conservation. Donc, ici, on parle de recherche ou de formation académique. Tout à l'heure, je vous en parlais, ça peut être soit sur l'histoire naturelle, les comportements, la thériogénologie. Il y a vraiment un vaste éventail de volets de recherche qui peuvent être traités en milieu zoologique. Et il y a l'éducation et la sensibilisation. Donc, pour la recherche et la formation académique, c'est un petit exemple pour montrer que nous, on a une base de données dans laquelle on rentre toutes les données sur tous les animaux et que cette base de données est partagée à travers les institutions accréditées mondialement. Donc, ils ont pu recueillir les datas qui ont été collectées dans cette base de données pour pouvoir étudier les théories de la sénescence, de la vieillesse et évolutionnaire sur les tortues aquatiques et terrestres. Donc, c'est juste un exemple jusqu'à quel point nos données peuvent devenir des métriques importantes pour la recherche. Et évidemment, l'éducation et la sensibilisation, ça c'est un petit exemple d'une institution qui ont des ours polaires au nord de l'Ontario. Donc, évidemment, ils ont des grands enclos pour montrer ces magnifiques animaux. Mais en même temps, on profite de cette interface pour montrer à droite qu'est-ce que les gens peuvent faire pour la conservation, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour le milieu naturel et la crise de la biodiversité. En gros aussi, pour résumer l'aspect conservation, ça c'est quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Ça provient du rapport de la ZEDA de 2021 et ça mentionne la quantité d'argent et la quantité d'espèces. Donc, à peu près 216,9 millions qui sont dépensés sur la conservation sur le terrain par des institutions zoologiques accréditées. Il y a 954 espèces qui sont regardées et ça touche des espèces sur 117 pays. Fait que ça complète ma deuxième partie et je vais laisser Hélène rapidement parler des projets de conservation au biodôme. Donc, Emiko vous a présenté un petit peu ce qui était possible de faire et puis les différentes actions qu'on pouvait faire en gestion de la faune pour supporter les populations en milieu naturel. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les différents projets sur lesquels, certains des projets sur lesquels on travaille au biodôme. On a surtout parlé d'animaux, en fait, mais ces programmes de conservation peuvent aussi s'appliquer à des végétaux. Et sur la diapositive que vous voyez ici, il y a plusieurs exemples de programmes auxquels on a contribué. Donc, vous avez un programme sur l'ail des bois qui mettait l'emphase sur les jeunes et puis qui pouvait permettre à des jeunes de contribuer à la conservation de cette espèce au Québec. Un programme sur le ginseng à Saint-Foliol. Un programme aussi sur le chardon de Volgan, qui est aussi une espèce en péril. Et enfin, les programmes de conservation, que ce soit des programmes pour les végétaux ou les animaux, ils peuvent aussi prendre la forme de lutte contre des espèces exotiques envahissantes qui souvent vont avoir un impact sur les espèces indigènes et qui peuvent être des facteurs importants qui menacent certaines espèces. Fait que dans ce cas-là, il y avait également un programme de lutte contre la lierre officinale. Côté animal, on a mentionné tout à l'heure l'existence de programmes d'élevage et de conservation qui, suivant l'association auquel ils sont rattachés à différents noms, en Amérique du Nord, c'est les programmes SSP et en Europe, c'est les programmes EEP. C'est l'exemple du tamarin lion doré de tout à l'heure. Puis en fait, c'est vraiment l'ensemble des zoos et aquariums qui se mettent ensemble pour essayer de gérer une population dans les institutions zoologiques. Donc l'objectif, c'est d'essayer de garder et puis de maintenir une population qui est à la fois démographiquement et génétiquement viable. Et puis un petit objectif pour essayer de mesurer ça, c'est qu'on essaye de se dire que
pour atteindre cet objectif-là, il faut essayer de préserver 90% environ de la diversité génétique de la population sur un horizon de 100 ans. Pour mettre en œuvre cet objectif, ça nécessite souvent d'établir ce qu'on appelle un statbook, c'est un livre généalogique qui retrace l'apparentement de tous les individus. Et à partir de ce livre-là, on va pouvoir définir des objectifs de gestion et puis voir, pour préserver toute cette diversité génétique, quels sont les meilleurs appariements à faire, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour éviter la dépression de consanguinité, etc. Et que ça donne un petit peu l'idée qu'il y a derrière ces programmes. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée, au Biodôme, on a environ 25 espèces qui font partie de ces programmes de reproduction et d'élevage. On a également, pour vous donner un petit peu plus de détails sur un de ces programmes, la grenouille dorée du Panama, c'est une espèce dont les populations en milieu naturel étaient vraiment sur le déclin. Donc au début des années 2000, il a été décidé de retirer les derniers individus qui étaient en train d'être décimés par un champignon, puis de les placer dans des institutions zoologiques pour pouvoir les sauvegarder et les reproduire. Depuis que ces individus, il en restait moins d'une centaine, ont été prélevés, ils ont été placés dans des institutions zoologiques dont le Biodôme, et c'est une espèce qu'on est capable de reproduire et de propager en attendant de pouvoir la reproduire sur le territoire, sur son aire de répartition originale, quand les menaces qui pèsent sur elle auront été mitigées. En dehors de ça, on a également des programmes de conservation qui portent sur aussi des espèces indigènes. Donc la tortue des bois, qui est une espèce endémique d'Amérique du Nord, qui est menacée. Et puis dans ce cas-là, c'est une collaboration qui se fait avec le ministère Forêt, Faune, Parc. Et le but, c'est en fait de la manipulation démographique. On va essayer d'accroître le taux de survie des jeunes, qui est une période vraiment critique dans la vie des tortues. Donc les œufs vont être prélevés sur le terrain par le ministère, qui va nous apporter les jeunes. On va les garder au Biodôme et s'en occuper pendant 1 ou 2 ans pour leur permettre d'atteindre une taille et un poids raisonnable, qui fait que leur survie en milieu naturel va être beaucoup plus importante. Ensuite, bien évidemment, il y a un suivi de ces individus qui va se faire par le ministère pour voir à quel point les individus qu'on relâche en milieu naturel vont pouvoir survivre, et puis pour mesurer le succès en fait de ce programme de manipulation démographique. Vous en avez probablement entendu parler ces derniers temps, et puis beaucoup avec la COP15, mais une des espèces qui est aussi à risque au Québec, c'est la rainette grillon. Et c'est aussi un des programmes sur lequel on travaille au Biodôme, et je vais laisser Nico vous parler un petit peu plus. En fait, je vais faire ça extrêmement rapidement, parce que premièrement, il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur notre site web pour vous montrer les soins. Initialement, on avait planifié vous en montrer un, mais je vais quand même passer très rapidement sur le programme pour qu'on puisse aussi prendre le temps d'avoir vos questions puis d'interagir avec vous. Donc, rapidement, on a un programme qui a été fait, dans le fond, on a commencé en 2008 à vouloir former un consortium pour aider la rainette faux-grillon, et parce qu'on savait qu'elle était menacée et on savait qu'elle était vraiment clairement en déclin. Donc, sa distribution historique elle était vraiment très grande et on entendait moins chanter à chaque année. Donc, on a commencé ce projet-là en 2008, et aujourd'hui, c'est devenu une collaboration multipartite avec l'Université d'Ottawa et l'Université Laval, et évidemment le ministère de l'Environnement, l'ancien MSSP, vous savez de quoi je parle. Puis, c'est ça pour justement pouvoir faire la reproduction en captivité. Là où l'Université d'Ottawa vient nous aider, c'est dans toutes les technologies de reproduction assistée et d'élevage en captivité.
Et là où l'université, nous, on fait l'élevage en captivité de cette petite grenouille-là pour qu'ensuite elle soit remise en nature et que l'université de Laval va, de son côté, étudier les facteurs qui vont influencer sa survie et aussi va s'assurer du suivi des populations. Parce que lorsqu'on fait ce type de programme-là, comme Raylan l'a si bien dit, si on ne fait pas le suivi des populations, on ne peut pas mesurer l'impact positif ou même négatif qu'on pourrait potentiellement avoir. Donc, en gros, on a cette année, cette saison 2022, on a quand même relâché un total de 602 métamorphes en milieu naturel et 382 têtards. On a aussi initié un projet pour étudier l'impact du marquage dans le projet capture, marquage, recapture de l'Université de Laval afin de voir c'est quoi l'impact sur que ce soit mortalité, morbidité, signes cliniques, etc. Donc, on est en cours et ça, c'est un autre exemple où la recherche va vraiment aider pour la conservation. Donc, je ne sais pas, Maxime, qu'est-ce que tu en penses, mais j'aurais tendance à peut-être laisser les gens regarder la vidéo à la maison puis prendre les questions. En fait, parce qu'il reste seulement une dizaine de minutes, donc Oui. ce que je propose, c'est on envoie un courriel à la fin un peu participant. On va Okay, mettre la vidéo dans le courriel en question, étant donné qu'il reste seulement une dizaine de minutes. Je pense qu'on peut prioriser dès maintenant les questions si les gens en ont. Oui. J'en ai pas encore reçu, mais personnellement, j'ai une question. Oui. Donc, ça me convient d'ouvrir le bal, disons. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des espèces animales ou végétales menacées pour lesquelles c'est vraiment difficile de les maintenir en captivité, même sur le court terme? Oui, mais en fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a certaines, comme par exemple, j'ai pas élaboré sur l'exemple, mais le programme sur le rhinocéros de Sumatra, initialement, les spécialistes se sont penchés puis se sont dit on va faire une population arche, les amener en captivité pour qu'ils puissent se reproduire. Donc, ça répond peut-être pas tout à fait à votre question, mais quand même, mais on a remarqué que c'était très difficile de les reproduire en captivité. Et c'est pour ça que le groupe de spécialistes se sont repenchés sur la question après un certain nombre d'années, puis ont pris la décision finalement. Mais il y avait quand même 6 individus qui étaient mis en captivité, dont 3 aux eaux de Cincinnati, et ils ont pris tous les jeunes pour les renvoyer en milieu naturel. Fait que le gouvernement indonésien a créé une réserve. Puis pour s'assurer qu'il y ait vraiment beaucoup plus de reproduction en milieu naturel dans la réserve, si on veut, ils ont vraiment été chercher tous les rhinocéros qui restaient sur l'île de Kalimantan pour les rapatrier dans cette réserve pour qu'ils puissent se voir finalement et puis ensuite se reproduire. Ça répond peut-être plus à la partie reproduction. Pour la portion captivité, ben, c'est sûr que point de vue bien-être animal, il y a certaines espèces qui ont tellement un éthogramme vaste que c'est plutôt difficile de combler cet éthogramme-là parfaitement. On pense notamment à la loi qui a passé sur les mammifères marins. Donc, c'est sûr que avoir une baleine en captivité, il faudrait vraiment avoir une immensité pour pouvoir offrir quelque chose qui convienne à l'éthogramme. Une chose que je peux peut-être ajouter, c'est qu'il y a toujours une question de nuance dans le milieu dans lequel on évolue. Puis des fois, en regardant rapidement une situation, on peut se dire que c'est un non-sens d'avoir cet animal-là en captivité. Je pense à, par exemple, certains éléphants que je connais en captivité. Mais d'un autre côté, lorsqu'on pense à la situation d'où ils viennent en Afrique, ben, ils se seraient probablement fait tuer. On vit dans une société où la rationalisation et la nuance est tellement omniprésente. Je ne sais pas, Raylan, si tu veux compléter. Ben, je pense que les exemples que tu as donnés sont très bien, mais on peut aussi évoquer la Reine Faugrillon parce que c'est un programme sur lequel on a commencé à travailler en 2008. Puis, contrairement à d'autres amphibiens qui se reproduisent très bien en captivité, ça a été un défi et c'est notamment pour ça qu'on s'est associé avec un chercheur de l'Université d'Ottawa pour essayer de vraiment potentialiser la reproduction des individus en captivité, chose qui n'était pas facile.
Et au fur et à mesure de l'expérience qu'on prend avec ces programmes, bien sûr, on en a un peu plus et puis on s'améliore. Et tant dans la reproduction que sur la garde et la gestion de ces espèces-là sous nos soins. Ben, super, merci beaucoup. Honnêtement, c'est vraiment super intéressant. Je sens qu'on en apprend vraiment beaucoup sur le rôle des institutions. Moi, personnellement, je ne savais pas à quel point c'était des acteurs importants pour la conservation de plusieurs espèces menacées. Sinon, j'ai une question que ma collègue me soumise. Elle aimerait savoir, c'est quoi le taux de réussite exactement, généralement estimé quand on réintroduit un animal dans un milieu sauvage? Je crois que ça dépend vraiment des espèces et qu'on ne peut pas donner quelque chose de global. Par contre, on peut avoir des estimations, on peut mesurer, mettons, la survie de l'espèce dans notre milieu quand on regarde versus la survie qu'il pourra avoir dans le milieu naturel. Ensuite, estimer leur survie dans le milieu naturel, ça se fait avec des études où on peut marquer, capturer, marquer, remarquer les individus et le suivre. Pour ça, ça prend plusieurs années, mais c'est vraiment très dépendant des espèces. Je ne peux pas vous donner une réponse globale. Oui, je suis d'accord avec Raylan. Puis, par exemple, le programme Bon Départ, qui est une manipulation démographique des tortues des bois, c'est le ministère qui fait le suivi. Initialement, on avait un nombre aussi petit de reproduction de petits qui naissaient de l'incubation, qu'on les marquait tous avec un téléémetteur. Puis, dans les premières cohortes, qui datent, je crois, de 2014, on a pu suivre les individus sur 1 année, 2 années, tout dépendamment aussi des objectifs qu'on se dresse sur c'est quoi la mesure d'un succès. C'est sûr qu'un staple, si on veut, c'est vraiment que l'animal soit en mesure de compléter son cycle complet, puis d'être justement un animal qui contribue au recrutement de la population. Ça, c'est quand même une mesure importante. Fait que pour ces tortues-là de 2014, elles vont tranquillement atteindre la maturité sexuelle, mais c'est sûr qu'on a été quand même en mesure de les suivre sur depuis leur réintroduction. Mais je suis d'accord avec Raylan que ça va être très dépendant et de l'espèce et du contexte. C'est ça doit varier beaucoup trop pour être capable d'avoir un taux standard, j'imagine. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on sait qu'au cours de la première année, le taux de survie dans le milieu naturel il est très faible. Et puis que nous, quand on les garde au biodôme, premièrement, on réduit beaucoup la prédation des œufs, qui est un enjeu important pour cette espèce-là. Puis ensuite, sous nos soins, le temps qui reste, on a presque 100% de survie. Et que déjà de là, on a beaucoup augmenté la portion des individus qui se rendent à cet âge-là de 1 ou 2 ans. Et si on ajoute ça au fait que les tortues, c'est des individus pour lesquels il n'y a pas de soins parentaux, les individus sont capables de se débrouiller dès qu'ils sortent de l'œuf. Ça nous indique quand même que le fait que ces individus ont la capacité, l'adaptabilité pour bien se réapproprier leur milieu ensuite. Super, merci beaucoup pour des réponses très détaillées, avec plein d'exemples. En plus, on aime beaucoup ça. On a donc une question ici d'une participante, Amélie Adam. Donne-moi un instant. Donc, elle mentionne d'ailleurs merci pour la présentation, c'était très intéressant. Et elle demande quelle est la proportion d'espèces endémiques du Québec ou du Canada qui sont suivies par le biodôme versus les espèces à l'international. Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai manqué un petit bout, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la proportion d'espèces endémiques du Québec ou du Canada qui sont suivies par le biodôme versus les espèces suivies à l'international? Est-ce qu'on parle, je vais donner plusieurs éléments de réponse. Si on parle des programmes de conservation qu'on a,
c'est sûr que les programmes qu'on vient de décrire, comme la rainette faugrillon ou la tortue des bois, c'est sur des espèces indigènes. De même pour les programmes sur les végétaux. En contrepartie, les programmes de reproduction et d'élevage qui sont à l'échelle du continent, donc les fameux programmes SSP, eux peuvent être pour des espèces qui ne sont pas nécessairement du Québec ou du Canada, mais il reste que le biodôme s'intéresse à des écosystèmes des Amériques, fait qu'on est quand même dans une région géographique déterminée et pas à l'échelle du monde entier. Et aussi peut-être ajouter à ça le fait que, dans le fond, sur nos 5 écosystèmes, donc on a la forêt tropicale humide, ensuite on a la forêt laurentienne, le golfe, ensuite les îles subantarctiques et ensuite les côtes du Labrador. Il y en a 3 là-dedans qui sont présentes au Québec et donc au Canada. Donc c'est pour ça que les animaux qui se retrouvent au biodôme et qui vont faire partie de projets de conservation également vont surtout se retrouver dans nos biozones. Puis il y a aussi de plus en plus, justement, dans les conférences aussi auxquelles on assiste, des discussions pour justement avoir quelque chose qui est représentatif de nos climats, dans le sens que ce serait un non-sens aussi d'essayer de faire la reproduction, je dis n'importe quoi, là, mais d'une espèce qui vit uniquement en forêt tropicale. Une grosse espèce, par exemple, un éléphant, mais commencer à faire un programme comme ça, ce serait plus logique que ce soit un pays dont le climat est adapté à ces animaux-là. Parfait. Donc, merci beaucoup. Là, je vois qu'on arrive à Amélie Adam, fait dire merci. Donc, on arrive maintenant à la fin, il est rendu 13 heures. Donc, je remercie beaucoup nos présentateurs, présentatrices, Raylen et Eric. C'était vraiment super intéressant. Juste à noter pour tout le monde que l'enregistrement de la présentation va être disponible en ligne dans un courriel que vous allez recevoir sous peu automatiquement dans les prochaines heures avec le lien YouTube de la présentation si jamais vous voulez réécouter certains passages. Également, je sais qu'on avait parlé de faire tirer 2 paires de billets. Donc, on a déjà choisi au hasard les participants et les participants ou participantes qui ont été choisis vont recevoir un courriel leur signalant qu'ils ont gagné la paire de billets. Donc, restez à l'affût. On va utiliser le courriel que vous avez pris pour vous enregistrer aux conservations. Donc, sur ce, merci encore et bonne journée et joyeuse fête. Merci. Merci. Au revoir.